Elle a dit, si tu ne supportes pas mon monde, rentre chez toi, devant ses amis influenceurs lors d'un voyage sponsorisé en Martinique. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma valise à 4 heures du matin et j'ai pris le premier vol pour Nice alors qu'elle dormait encore. C'était il y a 6 semaines, et je suis en train de regarder toute la carrière de mon ex-petite amie s'effondrer en temps réel à cause de ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Léo. J'ai 34 ans. Jusqu'à il y a 2 mois, j'étais en couple depuis 3 ans avec Chloé, une influenceuse voyage avec 400 000 abonnés. Je suis photographe. Pendant la première année et demie, notre relation semblait authentique. Nous voyagions ensemble, nous créions du contenu, nous nous soutenions mutuellement. On avait l'impression d'être de vrais partenaires. Puis, quelque chose a changé. J'ai commencé à me sentir moins comme son petit ami et plus comme un assistant non rémunéré. Elle pouvait refaire la même photo de coucher de soleil 12 fois jusqu'à ce que la lumière frappe son visage parfaitement. Si je suggérais de sauter une séance photo pour profiter réellement d'un moment, elle devenait froide. Quand nous ne travaillions pas sur du contenu, elle me regardait à peine. Quand j'en parlais, elle disait que je faisais du cinéma. Le voyage en Martinique était censé être un nouveau départ, un voyage de presse de luxe sponsorisé par une grande agence de voyage. 6 influenceurs invités, plus leurs partenaires. Le premier jour, c'était la création de contenu classique pour influenceurs. C'est le deuxième jour que tout a dérapé. Nous sommes allés sur une plage privée pour une séance photo au lever du soleil. La marque avait engagé un coordinateur des relations publiques nommé Maxime pour gérer le groupe. La vingtaine, il s'est présenté en donnant son pseudo Instagram. Au fil de la journée, il a accordé de plus en plus d'attention à Chloé, complimentant ses poses, se tenant trop près. Vers midi, j'étais assis sous un palmier, en train de retoucher les images du matin sur mon ordinateur portable quand j'ai entendu Chloé rire très fort. Ce rire particulier qu'elle fait quand elle veut que tout le monde sache qu'elle s'amuse. J'ai levé les yeux et je les ai vus, elle et Maxime, au bord de l'eau. Ils tenaient une bouteille de crème solaire. Sa façon de se tenir, penché vers elle, la façon dont elle inclinait la tête vers lui. J'ai senti ma poitrine se serrer. Puis elle a crié assez fort pour que tout le groupe entende, et Maxime, tu peux m'aider avec ça? Léo est tellement bizarre avec tout ce qui est crème solaire. Quelques personnes ont ri. Je n'ai pas réagi. J'ai continué à regarder mon écran, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, essayant de déterminer si c'était une taquinerie innocente ou quelque chose de plus profond. Puis elle s'est tournée vers moi. Ce sourire en coin sur son visage, comme si elle me testait, et elle a dit encore plus fort, « Chérie, si tu es jaloux, rentre chez toi. » Le groupe est devenu silencieux pendant une seconde. Puis quelqu'un a gloussé nerveusement. Maxime a esquissé un sourire et a détourné le regard, comme s'il était mal à l'aise mais aussi qu'il appréciait la situation. J'ai senti tous les regards sur la plage se tourner vers moi. Attendant de voir ma réaction, attendant de voir si j'allais faire une scène, me mettre en colère, prouver qu'elle avait raison de dire que j'étais peu sûr de moi et jaloux. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis levé, j'ai pris ma serviette et je suis passé devant elle sans rien dire. Elle m'a interpellé avec quelque chose comme « Oh mon Dieu, je plaisante ». Mais son ton avait cette pointe d'agressivité, cette attitude défensive de quelqu'un qui sait qu'il a dépassé les bornes mais ne veut pas l'admettre. J'ai continué à marcher vers l'hôtel. J'ai passé l'après-midi assis seul dans la chambre d'hôtel, à fixer le mur. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des messages de Chloé dans la discussion de groupe, expliquant probablement mon absence. Je n'ai pas regardé. Je suis resté assis là, à rejouer la scène encore et encore. La façon dont elle l'avait dit, la façon dont tout le monde avait ri, la façon dont je m'étais senti à ce moment-là, petit, jetable, comme la chute d'une mauvaise blague. Chloé est revenue vers 18h, agacée que j'ai manqué les activités de l'après-midi. Elle a dit que j'étais puéril, que je lui faisais honte devant des gens qu'elle devait impressionner, que tout le monde demandait où j'étais passé et qu'elle avait dû trouver des excuses. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Elle a levé les yeux au ciel et est partie se préparer pour le dîner. Pas une seule fois elle ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois elle ne s'est excusée. Elle a tout ramené à elle, à la façon dont mes sentiments nuisaient à son image de marque. Pendant qu'elle était sous la douche, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des vols. Il y avait un vol de nuit qui quittait la Martinique à 5h le lendemain matin. J'ai fixé ce vol pendant probablement 30 minutes, mon curseur planant au-dessus du bouton d'achat.
Une partie de moi pensait que c'était insensé, que je surréagissais. Que les relations traversent des moments difficiles et qu'il faut les surmonter. On ne part pas au milieu de la nuit comme un lâche. Mais une autre partie de moi, celle qui était devenue de plus en plus silencieuse et petite au cours de la dernière année et demie, criait que ce n'était pas un moment difficile. C'était un schéma. C'était ce que nous étions devenus. Elle, ayant besoin d'un public pour tout, même pour sa relation. Moi, me fondant dans le décor, tenant l'appareil photo, gardant le silence, prétendant que ça ne me dérangeait pas. J'ai cliqué sur acheter. L'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Puis j'ai commencé à faire ma valise en silence pendant qu'elle se maquillait dans la salle de bain, pliant mes vêtements, débranchant mon chargeur d'ordinateur, me déplaçant comme un fantôme dans une pièce qui semblait soudain appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Elle est partie dîner vers 20h sans me demander si je voulais venir. Elle n'a même pas jeté un regard en arrière quand la porte s'est refermée. Le son de ses talons claquant dans le couloir, s'atténuant, puis disparaissant. La porte s'est refermée et je suis resté assis sur le bord du lit, me sentant comme le plus grand lâche du monde. Mais je ressentais aussi autre chose. Du soulagement. Comme si une soupape de pression s'était enfin relâchée. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 18 mois et que je me souvenais seulement maintenant comment expirer. J'ai mis mon réveil à 3h30 du matin. Je me suis allongé tout habillé sur les couvertures. J'ai fixé le plafond. Je n'ai pas dormi. Quand le réveil a sonné, je me suis levé dans le noir, j'ai pris mon sac et je suis resté à la porte une minute, regardant la chambre, ses affaires éparpillées partout, son anneau lumineux installé près de la fenêtre, ses tenues préparées pour la séance photo du lendemain, preuve d'une vie dont je ne faisais plus partie. J'ai failli partir sans rien dire, mais cela me semblait cruel d'une autre manière. Alors, j'ai écrit un mot. J'ai quitté l'hôtel à 4h du matin. Je lui ai écrit un mot sur le papier en tête de l'hôtel. Tu voulais que je rentre. Je n'ai fait que t'écouter. Je l'ai laissé sur la table de chevet à côté de son chargeur de téléphone. Puis j'ai pris un VTC pour l'aéroport, j'ai éteint mon téléphone en plein vol et j'ai essayé de dormir. Quand j'ai atterri à Nice et que j'ai rallumé mon téléphone, j'avais 63 appels manqués. Le dernier message de Chloé disait « Tu es en train de tout gâcher. Rappelle-moi maintenant. » Je n'ai pas rappelé. Je suis rentré chez moi, j'ai défait ma valise, j'ai essayé de comprendre ce que j'allais faire. Le soir même, quelqu'un du groupe a posté une vidéo. 15 secondes de Chloé criant « Si tu es jaloux, rentre chez toi », avec moi m'éloignant en arrière-plan. La légende, quand ton mec ne supporte pas ta réussite. C'est devenu viral. Des millions de vues en 48 heures, mais les commentaires n'étaient pas de son côté. Les gens se demandaient pourquoi elle humiliait son partenaire publiquement. Elle perdait des milliers d'abonnés chaque jour. Des marques ont annulé leur contrat. L'agence de voyage a suspendu son partenariat. Je n'ai rien posté. Je me suis juste retiré de ces photos et je suis resté silencieux. Puis, 2 jours plus tard, j'ai posté une seule photo de coucher de soleil avec la légende « Le respect est silencieux, le manque de respect est bruyant ». Ce post a généré plus d'engagement que tout ce que j'avais partagé auparavant. Mon nombre d'abonnés a doublé en 5 jours. Des inconnus m'ont envoyé leur soutien. Les gens disaient qu'ils comprenaient, que j'avais fait le bon choix. Maintenant, 6 semaines plus tard, je vois Chloé perdre des sponsors, retourner vivre chez ses parents, je vois son personnage public s'effondrer, et je ne peux m'empêcher de penser que j'ai peut-être surréagi. Peut-être que si j'étais resté et que nous avions parlé comme des adultes, rien de tout cela ne serait arrivé. Ai-je fait le bon choix? Ou ai-je laissé Internet la détruire à ma place? Première mise à jour. Cela fait 2 semaines et demie depuis la Martinique. Les choses sont devenues plus compliquées, et je comprends à quel point tout cela est profond. Après avoir posté cette photo de coucher de soleil, mes messages privés ont explosé. Des marques avec qui j'avais travaillé il y a des années m'ont recontacté. Une entreprise d'équipement de plein air voulait une campagne sur le thème de la confiance tranquille. Pendant 3 ans, j'étais invisible dans le contenu de Chloé. Maintenant, les gens me voyaient comme une personne à part entière. Pendant ce temps, le monde de Chloé s'effondrait plus vite que je ne le pensais. L'agence de voyage a complètement résilié son partenariat et a demandé le remboursement des frais du voyage parce qu'elle avait violé une clause de professionnalisme. Une des autres influenceuses me l'a dit en privé.
Cette personne m'a aussi envoyé des captures d'écran d'une discussion de groupe de la nuit où je suis parti. Chloé était en train de me démolir, disant que je n'étais pas sûr de moi, que j'avais des casseroles de mon passé qui me rendaient trop sensible, qu'elle en avait marre de materner mes sentiments. Maxime a répondu avec des émojis qui rient. Mais une des influenceuses l'a reprise, disant que ce que Chloé avait fait était cruel, qu'elle serait morte de honte si son partenaire était parti en plein milieu du voyage. Chloé a répondu que je m'en remettrais. Elles ont aussi dit que Chloé avait flirté lourdement avec Maxime pendant tout le voyage, même avant l'incident de la crème solaire. Cela a confirmé quelque chose que j'essayais d'ignorer depuis des mois. Je n'étais pas seulement un accessoire. J'étais un bouche-trou en attendant que quelqu'un de mieux se présente. La vidéo de la plage a continué de se propager. De TikTok à Twitter en passant par les réels Instagram. Quelqu'un a fait une vidéo de réaction qui a été reprise par des chaînes de commentaires. Les commentaires étaient impitoyables. Un hashtag sur les limites et le fait de s'éloigner du manque de respect a été en tendance pendant 2 jours. Puis Maxime a publié une déclaration pour défendre Chloé. Une longue story Instagram expliquant que la vidéo était sortie de son contexte. En quelques heures, quelqu'un a fait fuiter leurs messages privés, des messages de flirt. Des blagues entre eux, dont un message d'elle le lendemain de mon départ, au moins maintenant, je n'ai plus à faire semblant. Quand j'ai vu ces captures d'écran, je me suis senti mal, pas le cœur brisé, mais en réalisant depuis combien de temps je lui trouvais des excuses. Chloé a posté une vidéo d'excuses, en larmes, sans maquillage, sur son lit, parlant d'erreurs et de pression publique. Les gens n'ont pas été dupes. Les commentaires demandaient pourquoi elle s'excusait auprès d'Internet au lieu de s'excuser auprès de moi directement. Elle ne m'avait pas envoyé de message depuis cette première nuit. Aucune excuse, aucune vraie conversation, juste le silence. Jusqu'à il y a 3 jours, j'étais en train de retoucher des photos quand mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé. On peut parler, s'il te plaît? Je suis chez ma mère à Clermont-Ferrand. J'ai juste besoin de m'expliquer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Finalement, j'ai répondu, je ne pense pas que parler arrangera les choses. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis a envoyé un pavé de texte sur sa terrible erreur, sur la pression de sa carrière, sur le fait que je lui manquais. Je ne l'ai pas bloqué, mais je n'ai pas répondu non plus. Quelques jours plus tard, un journaliste m'a contacté par email, il écrivait un article sur la masculinité et l'intelligence émotionnelle dans les relations modernes. Il voulait m'interviewer. J'ai dit oui. Nous avons parlé pendant 1 heure de mon passé de sapeur-pompier, de la perte de mon ami dans cet incendie et de la façon dont cela avait changé ma vision des conflits, de la reconstruction de ma vie autour de quelque chose de plus calme, de la prise de conscience que Chloé et moi voulions des choses différentes. Il m'a demandé si je regrettais d'être parti. J'ai dit non, seulement de ne pas être parti plus tôt. L'article est sorti hier, partagé partout. Les gens ont cité ma phrase, je ne suis pas parti pour la punir. Je suis parti parce que rester aurait signifié prétendre que j'acceptais d'être traité comme ça. Et j'ai fini de prétendre. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Plus de demandes de marques, d'invitations à des podcasts, d'expositions en galerie, la vie avance de manière inattendue, mais c'est étrange, comme si j'étais récompensé pour m'être préservé. L'Instagram de Chloé est un désert. Elle a perdu plus de 100 000 abonnés. Son engagement est presque nul. Des amis communs disent qu'elle a vraiment du mal. Pas seulement professionnellement, mais mentalement. Elle s'est effondrée chez sa mère la semaine dernière. Elle a arrêté de poster. Je ne me sens pas bien à ce sujet. Je ne ressens aucune vengeance, juste de la fatigue. Fatigué de faire partie d'une histoire aussi publique alors que je voulais juste passer à autre chose tranquillement. Mais je sais que j'ai fait le bon choix, pour la première fois en 3 ans. Je peux respirer. Deuxième mise à jour. Il y a 2 semaines, Chloé s'est présentée à mon studio sans prévenir. Je retouchais des photos quand j'ai entendu frapper. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Rien à voir avec son image soignée. Pas de maquillage, les cheveux attachés, des cernes, un sweat à capuche et un jean. Elle avait l'air petite, elle a dit, s'il te plaît, donne-moi juste 10 minutes. J'ai hésité. Une partie de moi voulait fermer la porte, mais je n'ai pas pu, alors je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le canapé, les mains tremblantes, et a commencé à parler. Elle avait tout perdu. Les contrats avec les marques, les sponsorings,
même son appartement à Paris parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. La plupart de ses amis influenceurs avaient cessé de l'appeler parce que s'associer à elle était mauvais pour leur image. Même sa famille avait du mal à comprendre. Sa mère n'arrêtait pas de lui demander pourquoi elle humilierait quelqu'un qu'elle aimait devant des inconnus. Je l'ai laissé parler. Puis elle a dit, « Tout le monde pense que je suis cette personne superficielle et méchante maintenant, et peut-être que je le suis. Je ne sais même plus. » J'ai enfin parlé. « Tu n'es pas superficielle, Chloé. Tu es juste accro aux applaudissements. Tu as oublié ce que ça fait de s'asseoir en silence et d'être bien avec qui tu es quand personne ne regarde. » Elle s'est mise à pleurer. De vrais sanglots. Pas le genre de pleurs mis en scène qu'elle avait fait dans sa vidéo d'excuses. Pas le genre avec un éclairage parfait et des larmes soigneusement placées. C'était brut, à vif, les épaules secouées, le visage dans les mains. Le genre de pleurs qui vient de quelque chose qui se brise à l'intérieur. Elle a dit, « Je voulais juste que tu te battes pour moi. Je voulais que tu t'inquiètes assez pour être jaloux, pour faire une scène, pour prouver que je comptais pour toi, pour montrer à tout le monde que tu me voulais. » Et c'est là que j'ai réalisé à quel point nous nous étions fondamentalement mal compris. À quel point nous avions parlé des langues complètement différentes pendant 3 ans. Je lui ai dit, « Je n'avais pas besoin de me battre pour toi, Chloé. Tu étais déjà à moi. Mais tu voulais que je fasse un spectacle pour toi, que je rivalise pour ton attention comme si c'était un prix à gagner. Que je fasse une représentation pour tes abonnés et tes amis et que je prouve ma valeur devant un public. Ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. C'est du contenu. » Elle a essuyé ses yeux avec la manche de son sweat. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose comme une prise de conscience. Comme si elle me voyait vraiment pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Elle a dit doucement, « Je ne savais pas que c'était ce que je faisais. Je ne sais plus qui je suis quand les gens ne regardent pas. Quand il n'y a pas d'appareil photo, pas de commentaires, pas de validation. Je ne sais plus comment simplement être. » J'ai dit, « Je sais. C'est pour ça que j'ai dû partir. Parce que je disparaissais en essayant de t'aider à comprendre ça, et je ne pouvais pas nous sauver tous les deux. » Elle m'a regardé pendant un long moment, puis elle a dit, « Tu n'as jamais rien posté de haineux sur moi. Tu aurais pu me détruire. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» J'ai répondu, « Parce que tu l'as fait toute seule. » C'était dur. Je sais que c'était dur, mais c'était aussi la vérité. Elle est restée assise là 1 minute, fixant ses mains, puis elle s'est levée. Avant de partir, elle a dit, « Je t'ai vraiment aimé. Je ne savais juste pas comment le faire correctement. » Je lui ai dit, « Je sais. » Elle est sortie et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Quelques jours après cette conversation, quelqu'un de la Martinique a posté quelque chose de nouveau. Un TikTok des coulisses avec la légende, le mec qui est vraiment parti quand elle lui a dit de rentrer chez lui. Un montage de moments du voyage. Moi, assis tranquillement. Moi, retouchant des photos pendant qu'il faisait la fête. La scène de la plage. Moi, m'éloignant. C'est devenu viral. Plus de 2 millions de vues en 3 jours. Mais le ton était différent. Au lieu de se moquer de Chloé, les gens l'ont utilisé comme un exemple de maturité émotionnelle. Les commentaires disaient, « Voilà à quoi ressemblent les limites. » Un autre, « Il n'a pas eu besoin de se disputer. Il est juste parti. » C'est ça, la vraie force. C'est devenu un moment culturel. Les gens ont commencé à utiliser l'expression « la force de partir » pour décrire le fait de s'éloigner du manque de respect au lieu de mendier pour être valorisé. Ma photo de coucher de soleil est devenue une image de motivation. Puis un podcast m'a contacté, un podcast sérieux sur les relations modernes et l'intelligence émotionnelle. Il voulait que je parle des limites, du fait de partir, de redéfinir ce que signifie se battre pour une relation. J'ai dit oui. L'épisode a été diffusé la semaine dernière. Nous avons parlé de mon passé de sapeur-pompier, de comment la perte de quelqu'un qui m'était cher m'a appris que toutes les situations ne peuvent pas être sauvées en restant et en se battant. Que parfois, la chose la plus courageuse est de reconnaître quand quelque chose est irréparable et de partir avant que ça ne vous détruise. Nous avons aussi discuté de Chloé, sans esprit de vengeance. J'ai clairement dit que je ne pensais pas qu'elle était une mauvaise personne, juste quelqu'un qui s'était perdu dans la validation des réseaux sociaux, qui avait cessé de voir les gens comme des personnes et avait commencé à les voir comme des personnages secondaires. L'animateur m'a demandé si je lui avais pardonné.
J'ai dit que oui, mais que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela signifie que je ne porte plus ce fardeau. L'épisode a explosé, partagé des milliers de fois. Des gens m'ont envoyé des messages disant que ça les avait aidés à quitter des situations toxiques, que ça leur avait donné la permission d'arrêter de se battre pour des relations qui ne faisaient que les épuiser. Ma carrière de photographe s'est transformée, des galeries m'ont contacté, des magazines ont publié mon travail. J'ai commencé à animer des ateliers, de petits groupes de survivants de traumatismes ou de personnes se remettant de relations difficiles qui veulent utiliser la photographie pour surmonter ce qu'ils ont vécu. C'est devenu le travail le plus enrichissant que j'ai jamais fait. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une des influenceuses de la Martinique. La femme qui avait repris Chloé dans la discussion de groupe. Elle voulait s'excuser de ne pas s'être exprimée plus publiquement. Voir tout cela se dérouler l'a fait réfléchir à sa propre relation avec les réseaux sociaux et la validation. Elle a pris une pause de 3 mois sans poster et a réalisé à quel point son estime de soi était liée aux chiffres sur un écran. Elle a dit que Chloé l'avait contactée récemment, que Chloé envisageait de se retirer complètement du monde de l'influence, de reprendre ses études ou de faire quelque chose en coulisses, quelque chose qui ne nécessiterait pas de mettre sa vie en scène pour des inconnus. Je ne sais pas si c'est vrai ou juste une autre histoire. Mais j'espère que c'est réel. J'espère qu'elle trouvera un moyen d'être bien quand personne ne regarde, parce que c'est la seule façon pour nous tous de guérir. Je suis dans une bonne situation maintenant. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Pas en colère, pas amer, juste conscient. Conscient que j'ai passé 3 ans à essayer d'être assez pour quelqu'un qui n'allait jamais être satisfaite parce qu'elle ne savait pas comment être satisfaite d'elle-même. Quelqu'un dans le podcast m'a demandé si je la reprendrais si elle changeait. J'ai dit non, pas parce que je ne crois pas que les gens peuvent changer, mais parce que j'ai changé, moi aussi. Et la personne que je suis maintenant sait ce qu'elle mérite. Dernière mise à jour. Ma vie est complètement différente. La photographie est devenue mon travail à plein temps. Mes tirages sont dans 3 galeries en France, j'ai publié une série intitulée « Au calme », axée sur des paysages silencieux et réfléchis, des images qui vous font vous arrêter et respirer. Elle a très bien marché. Les ateliers se sont également développés. Je travaille avec une association qui met en relation des survivants de traumatisme avec des exutoires créatifs, des week-ends de retraite où les gens apprennent la photographie pour gérer le deuil, la perte, la colère. C'est la chose la plus gratifiante à laquelle j'ai participé. Certains participants sont devenus de vrais amis. Je n'ai pas parlé à Chloé depuis 10 mois, mais je sais où elle a atterri, et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Elle est retournée dans sa ville natale, est restée silencieuse pendant 6 ou 7 mois, puis a refait surface en faisant quelque chose de complètement différent. Elle a lancé une petite agence de création, pas du travail d'influence. Elle aide des associations et des organisations communautaires à raconter leurs histoires. Stratégie de réseaux sociaux, création de contenu, mais en se concentrant sur l'amplification des voix qui ont besoin d'être entendues, pas sur la course à l'engagement. Je l'ai découvert parce que quelqu'un que je connais travaille avec l'une des organisations qu'elle aide. Ils ont dit qu'elle est douée pour ça. Réfléchie et collaborative. Elle ne ramène pas tout à elle. Ils n'avaient aucune idée de son passé ou de la Martinique. Pour eux, c'est juste quelqu'un qui sait comment construire une histoire et amener les gens à s'y intéresser. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'elle. J'ai vu ta série Au calme dans une galerie à Clermont-Ferrand. C'est magnifique. Je comprends enfin à quoi ressemble la paix. J'ai réfléchi à sa phrase pendant des jours, puis j'ai répondu, la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on arrête de fuir. Elle n'a pas répondu, mais je pense qu'elle a compris. Je vois quelqu'un de nouveau depuis quelques mois. Elle s'appelle Amélie. Elle est guide naturaliste. Nous nous sommes rencontrés alors que je prenais des photos sur le sentier du littoral et qu'elle menait une visite guidée. Elle est à l'opposé de tout ce que j'ai vécu avec Chloé. Ancrée, présente, elle ne se soucie pas des abonnés, de l'image de marque ou de faire un spectacle pour un public. Quand nous sommes ensemble, nous existons simplement. Nous faisons des randonnées, nous cuisinons, nous nous asseyons sur sa terrasse et nous regardons le soleil se coucher sans le documenter. La première fois qu'elle m'a posé des questions sur Chloé, je lui ai raconté la version courte. Elle a écouté, a hoché la tête et a dit, on dirait que vous aviez tous les deux besoin de vous laisser partir pour devenir qui vous étiez censé être. C'est tout. Pas de drame, juste de la compréhension. Le week-end dernier, je suis allé sur la côte au coucher du soleil, j'ai installé mon appareil photo face à l'océan.
La marée était basse, le ciel peint d'or et d'ambre. J'ai appuyé sur le déclencheur et je suis resté là à regarder l'eau. J'ai pensé à ce jour sur la plage en Martinique. Le moment où Chloé m'a dit de rentrer chez moi. Le moment où j'ai décidé de l'écouter. Pendant 3 ans, j'avais essayé de me faire plus petit pour m'intégrer dans son monde. J'essayais d'être assez solidaire, assez invisible, assez utile. Je pensais que l'amour signifiait le sacrifice. Peut-être que c'est parfois le cas, mais pas le genre de sacrifice où l'on se perd soi-même. Elle m'a dit de rentrer chez moi. Alors je l'ai fait. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment chez moi. Pas un lieu, juste une version de moi-même avec laquelle je peux vivre. Une version qui n'a pas besoin de validation externe pour connaître sa valeur. Une version qui comprend que le respect n'est pas quelque chose que l'on m'en dit. C'est quelque chose que l'on exige. Et si quelqu'un ne peut pas le donner, la chose la plus saine à faire est de s'en aller. Je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas les retombées. Je ne regrette même pas les 3 années passées ensemble, parce qu'elles m'ont appris ce que je n'accepterai plus jamais.